Épisode 19. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut à tous, c'est le 19e épisode de l'école de la richesse de CEV. Vous êtes presque arrivé au milieu de votre marathon vers la réussite financière. Tenez-vous bien, bientôt vous allez appuyer sur l'accélérateur. Au terme de la série des 3 épisodes sur les décisions et les actions des riches, vous venez de comprendre pourquoi à l'école de la richesse de CEV, il est essentiellement question d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Les professeurs de l'école de la richesse de CEV sont eux-mêmes des entrepreneurs et des investisseurs. Et ils enseignent que l'entrepreneuriat et l'investissement constituent des voies royales vers l'indépendance financière. Après tous les épisodes que vous avez écoutés jusqu'ici, vous êtes maintenant prêts à découvrir les opportunités favorables dans votre environnement pour créer vous aussi de la richesse. Bienvenue dans votre nouvelle série de 3 épisodes dont la première question est: comment fonctionne l'économie dans la production de la richesse? Qu'est-ce que l'économie? Selon le dictionnaire Larousse de Poche, l'économie, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Pour comprendre l'environnement économique dans lequel nous évoluons, recevons un nouveau professeur ici à l'école de la richesse de CEV, Ray Dalio. C'est un éminent économiste américain qui est surtout connu pour sa capacité à expliquer l'économie en termes très simples. Nous allons justement profiter de sa simplicité ici à l'école de la richesse de CEV. Professeur Ray Dalio, qu'est-ce que l'économie? L'économie fonctionne comme une simple machine. Mais beaucoup de gens ne la comprennent pas ou ne s'entendent pas sur comment elle fonctionne. Et cela conduit à d'énormes difficultés économiques. Bien que l'économie semble complexe, elle fonctionne d'une manière mécanique simple. Elle comprend de simples petites parties et de nombreuses petites transactions qui se répètent encore et encore des milliards de fois. Ces transactions sont par-dessus tout dirigées par la nature humaine et elles génèrent 3 principales forces qui guident l'économie. 1. La croissance de la productivité. 2. Le cycle de la dette à court terme. Et 3. Le cycle de la dette à long terme. Commençons par la partie la plus simple de l'économie, les transactions. Une économie est tout simplement l'ensemble des transactions qui la composent. Et une transaction est quelque chose de très simple. Vous faites des transactions tout le temps. Chaque fois que vous achetez quelque chose, c'est une transaction. Dans chaque transaction, il y a un acheteur qui échange de l'argent ou du crédit avec un vendeur contre des biens, des services ou des actifs financiers. Alors, si nous pouvons comprendre les transactions, nous pouvons comprendre toute l'économie. Un marché est composé de tous les acheteurs et tous les vendeurs qui font des transactions pour la même chose. Par exemple, le marché du blé, de l'automobile, des actions boursières, un marché pour des millions de choses. Une économie, c'est donc toutes les transactions effectuées sur tous les marchés. Si vous ajoutez la somme totale des dépenses et la somme totale des quantités vendues dans tous les marchés, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour comprendre l'économie. C'est aussi simple que ça. Individus, entreprises, banques et gouvernements sont tous impliqués dans des transactions telles que je viens de décrire. Échanger de l'argent et du crédit contre des biens, services et actifs financiers. Professeur Ray Dalio, vous avez évoqué le terme crédit. C'est quoi exactement le crédit? Le crédit est la partie la plus importante de l'économie et probablement ce qui est le moins compris. C'est la partie la plus importante parce que c'est la partie la plus grande et la plus volatile. Tout comme les acheteurs et les vendeurs vont sur un marché pour faire des transactions,
Pareil pour les prêteurs et emprunteurs. Habituellement, les prêteurs veulent multiplier leur argent et les emprunteurs veulent acheter quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'offrir, comme une maison ou une voiture, ou ils veulent investir dans la création d'une entreprise. Le crédit peut aider les prêteurs et les emprunteurs à obtenir ce qu'ils veulent. Les emprunteurs promettent de payer l'argent qu'ils ont emprunté appelé capital, en plus d'un montant additionnel appelé intérêt. Quand les taux d'intérêt sont élevés, il y a moins d'emprunts parce que ça revient cher. Quand les taux d'intérêt sont bas, il y a plus d'emprunts parce que ça revient moins cher. Quand les emprunteurs promettent de rembourser et que les prêteurs les croient, alors il y a crédit. Deux personnes peuvent décider de créer un crédit du jour au lendemain. Ça semble assez simple, mais le crédit est complexe parce qu'il a beaucoup d'appellations. Dès qu'un crédit est créé, il se transforme aussitôt en une dette. Une dette est à la fois un actif pour le prêteur et un passif pour l'emprunteur. Dans l'avenir, quand l'emprunteur rembourse le prêt avec les intérêts, l'actif et le passif disparaissent et la transaction est validée. Professeur Ray Dalio, pourquoi le crédit est, comme vous l'avez dit tantôt, la partie la plus importante dans l'économie? C'est parce que quand un emprunteur reçoit un crédit, il peut augmenter ses dépenses. Et les dépenses guident l'économie, parce que la dépense d'une personne équivaut au revenu d'une autre personne. Pensez-y, chaque dollar que vous dépensez est gagné par une autre personne. Et chaque dollar que vous gagnez est dépensé par une autre personne. Donc, quand vous dépensez plus, quelqu'un d'autre gagne plus. Quand les revenus de quelqu'un augmentent, les prêteurs ont plus envie de lui prêter de l'argent parce que c'est maintenant quelqu'un de solvable. Un emprunteur solvable possède deux choses: la capacité de rembourser et des garanties. Ayant beaucoup de revenus et des dettes, il a la capacité de rembourser. Et au cas où il ne peut pas rembourser, il possède des biens de valeur comme garantie pour rembourser. Ainsi, les prêteurs se sentent à l'aise de lui prêter de l'argent. Donc, plus de revenus favorise plus d'emprunts, ce qui favorise plus de dépenses. Et comme la dépense d'une personne constitue le revenu d'une autre personne, cela conduit à plus d'emprunts et ainsi de suite. Ce schéma directeur conduit à la croissance économique et c'est pourquoi nous avons des cycles. Professeur Ray Dalio, votre explication sur la dette nous fait penser à la célèbre expression « on ne prête qu'aux riches ». Alors, ceux qui n'ont pas assez de revenus, comment ils font quand ils ne peuvent pas compter sur des prêts? Dans une transaction, vous devez donner quelque chose afin d'obtenir quelque chose. Et ce que vous obtenez dépend de ce que vous produisez. Nous apprenons au fil du temps et cette connaissance accumulée élève notre niveau de vie. Nous appelons cela la croissance de la productivité. Ceux qui sont inventifs et travaillent dur augmentent leur productivité et leur niveau de vie plus vite que ceux qui sont paresseux. Mais à court terme, ce n'est pas forcément vrai. La productivité importe plus sur le long terme, mais le crédit importe plus sur le court terme. C'est dû au fait que la productivité ne fluctue pas assez, donc ça ne crée pas vraiment un grand équilibre dans l'économie. Mais la dette, oui, parce qu'elle nous permet de consommer plus que nous ne produisons quand nous l'avons, et elle nous force à consommer moins que nous ne produisons quand nous devons la rembourser. Il y a deux grands cycles dans la dette. L'un dure environ 5 à 8 ans et l'autre dure environ 75 à 100 ans. Imaginons un instant une économie sans crédit. Dans une telle économie, la seule manière pour moi d'augmenter mes dépenses, c'est d'augmenter mes revenus. Ce qui exige de moi d'être plus productif et travailler plus. Une productivité accrue est le seul chemin vers la croissance. Puisque ma dépense est le revenu d'une autre personne, il y a croissance économique chaque fois que moi ou n'importe qui d'autre est plus productif. Si nous suivons les transactions, nous voyons une progression qui est comme la ligne de la croissance de la productivité. Mais comme nous empruntons, nous avons des cycles. Ceci n'est dû à aucune loi ou règle, c'est dû à la nature humaine et à la manière dont le crédit fonctionne. Mais professeur, quels sont les risques qu'il peut avoir avec le crédit et la dette? Prenez le fait d'emprunter comme une façon de repousser ses dépenses. Pour acheter quelque chose que vous ne pouvez pas vous offrir, vous devez dépenser plus que ce que vous gagnez.
Pour le faire, vous devez simplement emprunter sur votre propre avenir. Et en le faisant, vous créez une période dans le futur où vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez pour pouvoir rembourser votre dette. Ça ressemble très bien à un cycle. Au fond, chaque fois que vous empruntez, vous créez un cycle. C'est une réalité tant pour les individus que pour toute l'économie. C'est pourquoi il est si important de comprendre le crédit parce que ça établit dans un mouvement circulaire une série d'événements mécaniques prévisibles qui se produiront dans l'avenir. Ça rend le crédit différent de l'argent. L'argent vous permet de faire une transaction. La réalité est que la plupart de ce que les gens appellent de l'argent est en fait du crédit. Par conséquent, dans une économie avec plus de crédit, il y a plus de dépenses et cela permet aux revenus d'augmenter plus vite que la productivité sur le court terme, mais pas sur le long terme. Mais attention, le crédit n'est pas forcément quelque chose de mauvais qui n'engendre que des cycles. C'est mauvais quand ça finance de la consommation qui ne sera pas remboursée. Mais c'est une bonne chose quand ça alloue efficacement des ressources et produit des revenus afin que vous puissiez rembourser la dette. Par exemple, si vous empruntez de l'argent pour acheter une grande télé, ça ne vous génère pas de revenus pour rembourser la dette. Mais si vous empruntez de l'argent pour, disons, acheter un tracteur et que ce tracteur vous fait plus de récoltes et vous fait gagner plus d'argent, vous pouvez alors rembourser votre dette et améliorer votre niveau de vie. Dans une économie avec du crédit, nous pouvons suivre les transactions et voir comment ça crée de la croissance. Récapitulons, professeur. Celui qui s'endette sur le court terme doit toujours faire en sorte d'être productif sur le long terme, parce que c'est en étant productif qu'il peut générer plus de revenus et rembourser sa dette. Donnez-nous un autre exemple pour mieux comprendre. Quand vous achetez une bière chez un barman avec du cash, la transaction est validée immédiatement. Quand vous achetez une bière avec un crédit, vous le mettez sur une note. Vous dites que vous promettez de payer dans le futur. Le barman et vous venez ensemble de créer un actif et un passif. Vous venez à peine de créer un crédit de nulle part. Ce n'est que quand vous rembourserez plus tard le barman que l'actif et le passif disparaîtront, que la dette disparaîtra et que la transaction sera validée. Quand vous aviez acheté la bière et que vous l'aviez mise sur votre note, vous aviez promis de rembourser le barman. Votre promesse est devenue un actif pour le barman. Mais quand vous ne respectez pas votre promesse, quand vous ne lui remboursez pas et que vous avez un défaut de paiement, alors l'actif qu'il a n'a plus du tout de valeur. En fait, il a disparu. Beaucoup d'emprunteurs ne veulent pas voir leurs actifs disparaître, alors ils veulent une restructuration de la dette. La restructuration de la dette signifie que le prêteur sera remboursé moins que le montant de départ, ou dans une période plus longue, ou avec un taux d'intérêt plus bas que l'accord initial. D'une manière ou d'une autre, un contrat est rompu pour pouvoir rembourser la dette. Les prêteurs préfèrent avoir un peu que rien du tout. Même si la dette disparaît, la restructuration de la dette engendre un effondrement rapide de la valeur des actifs. Donc le poids de la dette continue d'empirer. Alors, quelles dispositions prendre afin de survivre et émerger dans cette économie? Professeur Ray Dalio, vos conseils concernant les revenus, la dette et la productivité. Premièrement, ne vous endettez pas trop par rapport à vos revenus parce que vous allez finir par succomber sous le poids de vos dettes. Deuxièmement, n'augmentez pas vos revenus plus que votre productivité, sinon vous finirez par ne plus être compétitif. Et troisièmement, faites tout ce que vous pouvez pour augmenter votre productivité parce qu'à long terme, c'est ce qui compte le plus. Comment fonctionne l'économie dans la production de la richesse? Merci infiniment à professeur Ray Dalio pour ce cours sur le fonctionnement général de l'économie résumé en 15 minutes. Rappelez-vous le principe 80-20. Seulement 20% des connaissances, décisions et actions comptent vraiment car elles produiront 80% de votre richesse. Et justement, dans le deuxième épisode de cette série, il sera temps pour vous de découvrir ceci. Quels sont les secteurs d'activité où vous pouvez produire plus de richesse? Au revoir! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.